Je voudrais qu'on passe à l'histoire de France et à la fabrication de l'histoire de France. Des historiens ont eu l'idée de partir sur les traces de 15 objets mythiques de notre récit national, que ce soit le bouclier de Vercingétorix ou le vase de Soissons. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il n'existe pas. Voilà. Alors que parmi les exemples, il y a l'arrestation de Louis XVI à Varennes, par exemple. Vous en souvenez? Qu'est-ce qui a provoqué l'arrestation de Louis XVI à Varennes? Je propose de regarder tout de suite un extrait de La Révolution française, le film sorti à l'occasion du bicentenaire en 1789. Ça va vous rafraîchir la mémoire et après on verra si ça existe ou pas. Regarde, on donne un louis d'or. Un louis? Qui c'était? Baronne russe qui voyage avec ses enfants, ses domestiques. Il voulait quoi? La route de Varennes. Un louis? Pour une route? Il est fou. Christophe Granger avec Victoria Vanneau, vous avez écrit « Le vase de Soissons n'existe pas » et autres vérités cruelles sur l'histoire de France. Parmi tous ces objets mythiques de l'histoire de France, il y a ce louis, cette pièce de monnaie grâce à laquelle le citoyen Drouet a reconnu le roi de France cette nuit-là, enfin la nuit qui va suivre cette journée-là à Varennes. Est-ce que véritablement c'est comme ça qu'on a reconnu Louis XVI à Varennes ? Évidemment non. Je tiens juste à dire pour commencer, c'est un de mes préférés celui-ci. Par rapport aux 15 objets qu'on a Vous êtes très choisis. attaché, vous voulez dire à ce... Je trouve qu'il est assez emblématique de ce qu'on a voulu montrer, à savoir cette fabrique. C'est-à-dire que la façon dont les objets cristallisent des envies de croire à ce point-là. Et simplement, ça permet de donner du sens. C'est ça l'histoire. Quand on fabrique de l'histoire, on donne du sens. Exactement. Alors au départ, vous racontez dans votre livre que dans la légende, puisque c'est une légende, il a bien été arrêté à Varennes, hein, mais on n'avait pas dit qu'on l'avait... La question, c'est comment l'a-t-on reconnu? Alors la première version, c'était quoi? La première version de Drouet lui-même, hein, c'est... disons un raisonnement, c'est-à-dire qu'il a vu des soldats toute la journée à la bourgade qui précède Sainte-Menehould, donc il a vu des soldats, habituellement il n'y en avait pas. Il a vu passer un carrosse dans lequel il y avait des bourgeois, puisque le roi s'était déguisé en bourgeois et le dauphin idem, non le dauphin en fille d'ailleurs. Bon. Et donc on parlait avec beaucoup de déférence à ces bourgeois, on parlait bas, on faisait attention à ce qu'on se disait, des choses inhabituelles. Et ce qu'il raconte lui, c'est que la première version, toute première version, c'est ça qui lui aurait mis la puce à l'oreille. Et donc il va à la municipalité, on grimpe sur un cheval et on va l'arrêter. Et puis assez vite, l'arrestation est connue, à Paris notamment, et cette histoire-là, elle tient pas debout. C'est-à-dire qu'assez vite, ça suffit pas à cristalliser cet événement considérable qui est l'arrestation, d'abord la fuite du roi et ensuite son arrestation par un révolutionnaire. Voilà. Et alors, lui-même, Drouet, devant l'Assemblée assez rapidement, troque ce tissu de raisonnement, disons, pour un assignat. C'est-à-dire qu'il explique qu'il avait eu le matin le remboursement d'une dette sous forme d'assignat. C'était le billet de la Révolution. Donc, tous les symboles sont cristallisés. On le voit sur cette gravure. Hein. Là, c'est la version de l'assignat. C'est sur l'assignat qu'il y avait la tête de Louis XVI. Et voilà. Ce qu'il explique, lui, c'est qu'il y a la tête de Louis XVI, et donc, comme il ne connaissait pas les assignats, il a passé beaucoup de temps à les examiner dans la matinée, et là, il a le roi en face, et ça y est, on l'arrête. Ça prend pas entièrement, c'est-à-dire que d'autres légendes, on se met à raconter l'arrestation du roi sur tout un tas de modes, notamment le pot de chambre, il aurait reconnu à la base d'un pot de chambre. Et ce qui va finalement cristalliser véritablement l'histoire, moi en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a appris à l'école, c'est le sou. Voilà, c'est le fameux sou. Alors c'est le symbole de quoi? Puisqu'on l'invente, ce sou que Drouet n'a jamais regardé pour reconnaître Louis XVI, quelle est la signification? Et qu'il ne pouvait pas, parce que c'est un Louis XVI jeune, et bon, ça il avait 20 ans, celui qu'on voit là, il a été gravé 20 ans après. Voilà, avant. ça fonctionne pas. Ce qui marche comme symbole, c'est le roi arrêté sur la foi d'un écu royal. Ça, en termes de symbole révolutionnaire, c'est fabuleux. C'est-à-dire le roi lui-même trahit par ça. Et puis, ce qui va se greffer assez rapidement en termes d'explication, c'est-à-dire le symbole, on le prend notamment parmi les révolutionnaires, parce qu'il ne faut pas oublier que l'événement est considérable, ouvre une brèche dans ce que devient la Révolution française. Ce qu'on greffe dessus, ça a été... qu'est-ce que ça signifie en termes de... Est-ce que c'est un hasard? Alors, le sou montre... évidemment, pour les révolutionnaires, qu'il n'y a aucun hasard dans l'arrestation du roi. C'est pas le fait de quelqu'un qui passait par là, c'est un révolutionnaire qui, sur la foi de la Providence,
à Donc ça veut reconnaître dire le que roi. la providence est révolutionnaire. Et la providence et les révolutionnaires, on l'a oublié, mais passent beaucoup de temps paradoxalement, puisqu'ils naissent d'un événement fortuit, et bon, enfin qu'on peut expliquer, mais d'un événement, passent beaucoup de temps à conjurer le hasard, c'est-à-dire à essayer de mettre de la raison derrière le hasard. Bon. Là, ça va marcher. On va prendre d'autres exemples qui sont dans votre livre. Alors, forcément, commençons par le bouclier de Vercingétorix. On s'en souvient, on va le voir tout de suite. Il a orné énormément de peintures, de gravures. Vercingétorix sort d'Alésia assiégé, se rend à César. Il est sur son blanc destrier et il jette ses armes et son bouclier. Alors là, c'est une pure invention. Tout ce que l'on sait, c'est ce qu'a dit César dans la guerre des Gaules, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. César est pris. Il ne parle même pas de Vercingétorix sortant il dit rien. Donc pourquoi est-ce qu'on a inventé ce bouclier qui va devenir le bouclier Arverne dans les aventures d'Astérix? L'une des choses qu'il faut avoir en tête, c'est ça, c'est le 19e siècle qu'il invente. Et il invente Vercingétorix, il invente les Gaulois comme nos ancêtres. Et la scène d'Alésia, et notamment ce bouclier jeté, deviennent les symboles de nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres qu'on rajoute. Jusque-là, on faisait commencer l'histoire de France au franc, mais ils ne sont pas très présentables au moment de la Révolution. Ils sont germains, c'est pas la bonne tradition. Ils sont et on essaie de les faire commencer aux Gaulois. Et Vercingétorix a ce site fabuleux sur la scène d'Alésia, c'est que oui, Alésia, c'est une défaite, mais si on réfléchit bien, ce guerrier qui sort de la ville assiégée, qui fait le tour de César à cheval et ainsi de suite, c'est quasiment une victoire, ça. Et il jette ses armes dans un geste superbe que les enfants de la Troisième République apprendront par cœur sur des vignettes. Et ce que fait le 19e siècle, c'est d'inventer les Gaulois comme nos ancêtres et d'inventer Vercingétorix comme finalement le premier fédérateur de cette nation. Le roi d'une nation, en fait. C'est ce qu'on sous-entend dans les manuels scolaires de la Troisième République. C'est-à-dire qu'on a la réponse assez vite. Le bouclier était très important pour les Gaulois. Ça, les historiens du 19e siècle le disent, l'expliquent en long et en large. C'est le symbole de la bravoure. Hein. C'est le symbole de la bravoure, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'un Gaulois sans son bouclier est rien du tout. Donc ça fonctionne bien de ce point de vue-là, mais ça fonctionne aussi très bien dans les manuels de la Troisième République, parce que à quelques leçons de là, on a Clovis, qui est fait roi sur le pavois, c'est-à-dire on prend un bouclier, on le met dessus et ainsi de suite. Et la symbolique du bouclier est absolument parfaite. Et Clovis c'est bien aussi, on va le voir tout de suite, puisque là c'est la naissance d'un roi et d'une nation, la nation gauloise. Ensuite, il y a la naissance de la France c'est Clovis, et Clovis c'est le vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Alors là, c'est une invention de Grégoire de Tours, hein, un siècle après les événements. Mais là, qui est le symbole de quoi? Alors pour remettre un petit peu les choses rapidement, parce qu'on en a rapidement. plein. Alors oui, bon, l'histoire tout le monde la connaît, c'est-à-dire le guerrier qui refuse de partager le vase, Clovis veut récupérer le vase pour le rendre à l'évêque de Reims. Exactement. Et il y a un des compagnons de Clovis qui dit non, moi je le veux le vase, et finalement le vase va être cassé. Voilà. Et Clovis s'en souviendra, quelques temps plus tard, il reconnaîtra le guerrier et bam, souviens-toi du vase de Soissons. Exactement. Et en fait, dans ce que vous venez de dire là, tous les symboles y sont, c'est-à-dire que Clovis a ce geste, ce que dit Grégoire de Tours, il ne se venge pas en simple chef de guerre, il se venge du geste du roi qui venge un affront fait à lui, mais aussi à l'ensemble de ses armées. Et l'autre emblème, c'est celui de l'évêque lui-même, c'est-à-dire que ensuite il était assez commode de dire c'est le roi, le premier roi, puisqu'on cherchait à construire les origines de la monarchie française au temps de Grégoire de Tours et ensuite. C'est le premier roi, mais c'est aussi le premier roi chrétien. C'est-à-dire qu'il défend les biens de l'Église. Il n'est pas encore converti au catholicisme. Pas encore. Non, mais à travers le vase, le vase et la présence de l'évêque, qui est quand même Saint-Rémy, permettent de construire ça, de construire cette légende-là. Et elle tient finalement... Alors on en doute quand même, hein, au XVIIIe siècle, on commence à se poser pas mal de questions, pas simplement sur l'existence du vase, parce que ça finalement assez peu, mais sur le fait que si c'est vraiment un roi qui naît de ce geste abominable, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette monarchie-là? Voilà, ça fonctionne moyennement. Mais assez rapidement, c'est passé dans l'histoire de France canonique, disons celle qu'on explique encore une fois aux enfants de la Troisième République, notamment avec ces gravures qui circulaient et que les enfants avaient à apprendre et à commenter pourquoi César est méchant, pourquoi... Et le vase est devenu l'emblème des débuts de la monarchie française. Alors, de quoi est l'emblème, l'objet qu'on va voir maintenant, dont, je vous rassure tout de suite, d'après Christophe Granger, il n'a jamais existé, la ceinture de chasteté.
Alors, il est l'emblème du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on pourrait pratiquement s'arrêter là et se dire c'est l'emblème parfait, et j'espère que tout le monde a douté un jour là-dessus. Mais quand même, ça nous renvoie une image du Moyen-Âge qui est abominable, c'est-à-dire c'est horrible. C'est le chevalier qui met ça à sa femme quand il part en croisade. Voilà. Voilà, la légende qui se constitue au XIXe siècle, c'est celle-ci. Il y en avait une autre avant, c'était plutôt les Italiens. Alors, à la Renaissance, on pense que c'est plutôt les Italiens qui mettaient ça parce qu'ils étaient très jaloux, mais que nous, Français, jamais ça prendra. Bon, en fait, elle n'a pas plus existé, la Renaissance en Italie, au Moyen-Âge pour les croisades. Mais alors, attendez, il y a quand même siècle, cette ceinture de chasteté, on la voit au musée de Cluny. Alors, mais voilà, c'est un faux du 19e. C'est-à-dire, c'est une ceinture de chasteté faite au 19e siècle pour figurer ce qu'on s'imaginait être les mœurs féodales de l'époque. C'est pour noircir le Moyen-Âge. Mais aussi parce qu'il y a une vision romantique de ce qu'est le Moyen-Âge. Le 19e siècle invente le Moyen-Âge. Michelet, on invente le Moyen-Âge avec ses mœurs abominables. D'abord parce que d'un point de vue romantique, c'est comme substrat, c'est parfait pour raconter des histoires. Mais aussi parce que ça permet de s'ériger en fils du progrès. Le 19e siècle, fils du progrès, au regard de ce qu'ont pu être ces mœurs pas possibles. Et alors, celle-ci, c'est de Cluny, mais beaucoup d'autres musées en découvrent d'autres, beaucoup de faussaires en fabriquent d'autres, jusqu'en 1900 à peu près. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce que l'objet en lui-même, qui n'a pas existé, a pu nous servir à construire un passé, c'est-à-dire le passé noir du Moyen-Âge. C'était débile, il suffisait de perdre la clé, vous imaginez. Mais on disait ça, beaucoup de légendes autour de ça se disaient, et c'est très vrai, mais ça n'enlève pas le mythe, ça n'enlève pas la croyance dans ce mythe-là.